On l'appelle le cimetière le plus haut du monde. Depuis 1922, plus de 322 personnes sont mortes sur le mont Everest. Environ 200 de ces corps restent sur la montagne, gelés sur place, intacts et souvent visibles pour chaque grimpeur qui passe. Le taux de mortalité tourne autour d'1%, mais une fois que vous franchissez les 8000 mètres vers la zone de la mort, même la plus petite erreur peut devenir fatale. L'hypoxie, l'épuisement, la congélation et les chutes ne sont qu'une partie du risque. Certains s'effondrent à quelques mètres du sommet, d'autres ne redescendent jamais de la cime. Alors, quelles sont les 6 morts les plus terrifiantes jamais enregistrées sur l'Everest? Franci Arcentieff se distingue comme l'une des tragédies les plus troublantes de l'Everest, non seulement par la façon dont elle est morte, mais par le temps qu'elle est restée visible au monde. Son voyage commence en mai 1998 aux côtés de son époux Sergueï, avec un objectif en tête, devenir la première femme américaine à couronner le mont Everest sans oxygène en bouteille. Ils commencent leur ascension depuis le côté tibétain par la route de la crête nord. C'est une escalade technique et sans oxygène supplémentaire. Chaque respiration devient plus difficile plus il monte. Mais Franci est déterminée. Elle a déjà conquis le mont Elbert et Denali, et maintenant elle poursuit le prix ultime. Entre le 17 et le 19 mai, ils font 2 tentatives pour atteindre le sommet. Les 2 fois ils échouent, d'abord par épuisement, puis par mauvais temps et équipement défectueux. Néanmoins, le 22 mai ils essaient à nouveau. Lentement, prudemment, respiration par respiration, ils se fraient un chemin à travers l'air raréfié. Ce jour-là, Franci devient la première femme américaine à couronner l'Everest sans oxygène, mais ils ont dépensé trop de temps et trop d'énergie. Quand la nuit tombe, la descente devient mortelle. À un moment donné du chemin, Franci et Sergueï se séparent. Seul Sergueï retourne à leur campement. En réalisant que sa femme a disparu, Sergueï n'attend pas. Il prend une bouteille d'oxygène et des provisions supplémentaires, et remonte, cherchant dans l'obscurité et l'air glacial. Pendant ce temps, d'autres grimpeurs aperçoivent Franci le lendemain, le 23 mai. Elle est encore vivante, mais à peine. Son visage est gelé, elle ne peut pas bouger. Elle est attachée à une corde fixe mais affaissée et faible, entrant et sortant de conscience. Les grimpeurs ouzbeks qui la trouvent tentent d'aider. Ils lui offrent de l'oxygène, essaient même de la bouger, mais il manque de provisions et de force. Ils sont en haut de la zone de la mort, où l'air même les tue. Ils n'ont pas d'autre choix, ils la laissent derrière. Le jour suivant, elle est encore là, s'accrochant toujours à la vie. Elle murmure ses derniers mots avant de s'évanouir. Son corps reste au même endroit, assise droite et encordée, son visage pâle, ses bras gelés en position. Les grimpeurs commencent à l'appeler la belle au bois dormant de l'Everest. Pendant presque une décennie, elle reste visible pour quiconque se dirige vers le sommet depuis le nord. Son époux Sergueï ne revient jamais. 1 an plus tard, son corps fut trouvé plus bas sur la montagne. Il est mort en essayant de la sauver. Le corps de Franci devient un point de repère, un rappel douloureux du coup de l'ambition sur l'Everest. En 2007, le grimpeur Jan Woodall dirigea une équipe pour déplacer ses restes. Pas pour le profit, pas pour la publicité, juste pour lui donner de la dignité. Il déplace son corps hors de la route principale et le couvre, lui donnant finalement un lieu de repos loin des yeux d'étrangers. Mais même maintenant, son histoire résonne encore à travers la montagne. En 1924, 2 grimpeurs britanniques disparurent dans les nuages, déclenchant un siècle de spéculation. George Mallory et Andrew Sandy Irvine poursuivaient le sommet presque 3 décennies avant que Hillary et Tenzing l'atteignent officiellement. Le 8 juin 1924, les 2 hommes furent vus pour la dernière fois à seulement 240 mètres sous le pic de l'Everest. Puis ils disparurent. Sans radio, sans signal, sans retour. Ils escaladaient avec de l'équipement d'oxygène précoce, de gros cylindres lourds qui pesaient presque autant qu'un enfant. Ce jour-là, ils se frayaient un chemin à travers la crête nord-est, mais le temps changea sans prévenir. Une chute soudaine de la pression barométrique balaya la montagne. C'était ce que les grimpeurs modernes appellent une bombe de neige. L'air devint plus mince, les vents hurlèrent. Le sommet, déjà imposant à 8848 mètres, se sentait maintenant 200 mètres plus haut à cause de la chute de pression. Ce changement à lui seul pourrait déclencher l'hypoxie, une condition où votre cerveau cesse de recevoir assez d'oxygène. Votre vision se trouble, vos muscles se bloquent, vous prenez de mauvaises décisions. C'est silencieux et invisible, mais ça tue rapidement. Selon les registres d'expédition analysés plus tard par le grimpeur et chercheur Graham Hoyland,
La fenêtre climatique se ferma brutalement pendant que Mallory et Irvine escaladaient encore. Une chute de seulement 6 millibars suffit pour causer des problèmes sérieux. Ce jour-là, la pression chuta de 10. Ils étaient déjà en difficulté et ne le savaient même pas. Leurs vêtements, faits de soie, coton et laine, n'offraient aucune protection réelle contre ce qui arrivait. Sans combinaison de duvet, sans bottes haute technologie, seulement des couches minces et du courage. Pendant des années, les gens se demandaient, ont-ils atteint le sommet avant de mourir? En 1999, le corps de Mallory fut trouvé à 8170 mètres, gelé face contre terre avec une jambe cassée et des blessures de corde autour de sa taille. La façon dont la corde était attachée suggère qu'ils sont tombés pendant qu'ils étaient encore encordés. Certains pensent qu'ils ont glissé pendant la descente, d'autres croient que le temps les a submergés pendant qu'ils approchaient le sommet. Ses lunettes étaient dans sa poche, ce qui signifie qu'il pouvait escalader avec peu de visibilité ou au crépuscule. Mais un élément clé manquait, une photo de sa femme que Mallory avait dit qu'il laisserait au sommet. Elle ne fut jamais trouvée sur son corps. L'indice le plus critique, l'appareil photo de Sandy Irvine, était aussi absent. Cette petite boîte aurait pu résoudre le débat une fois pour toutes. Sont-ils arrivés? Ont-ils pris une photo au sommet? Mais le corps d'Irvine ne fut jamais récupéré, jusqu'à récemment. Peut-être en 2024, presque 100 ans après l'escalade, une botte avec un pied dedans fut découverte dans le glacier central Rongbuk par l'équipe d'expédition de Jimmy Chin. La chaussette cousue avec les initiales AC Irvine ne laissa aucun doute qu'elle appartenait à Sandy. Ceci pourrait mener à trouver le reste du corps et l'appareil photo. Jusqu'à présent, tous les quelques années, grimpeurs et chercheurs retournaient à la montagne cherchant les restes d'Irvine. En 1933, quelqu'un trouva une hache près du sommet qui lui appartenait probablement. En 1936, un alpiniste crut voir 2 corps à travers un télescope. En 1975, un grimpeur chinois affirma en avoir vu un aussi. Ces observations dispersées alimentèrent le mythe. Puis, en 1999, l'équipe de Hoyland trouva finalement Mallory. Maintenant, avec la botte découverte en 2024, le mystère se ravive à nouveau. Même si l'appareil photo est récupéré et même s'il contient une photo du sommet, la vérité pourrait rester floue. Mais la mort était réelle. Le corps de Mallory avait des marques de corde autour de la taille et des signes d'une chute violente. Ses mains étaient étendues comme s'il essayait d'amortir la chute. C'était un désastre au ralenti, bloqué dans la glace pendant 75 ans. Et concernant Irvine, son corps encore disparu, mais la botte avec son étiquette de non gelée dans un glacier en 2024 pourrait être le début du chapitre final. Quelques mètres sous la crête nord-est principale, il y a une petite grotte de calcaire. Pendant des années, les grimpeurs passent sans même ralentir. À l'intérieur gît un corps recroquevillé sur le côté. Des bottes de plastique vert brillant dépassent de la neige. C'est tout ce que vous devez voir pour savoir qui c'est. Le monde l'appelle botte verte. Son vrai nom est probablement Tswang Paljor, né en 1968 dans un village appelé Sakti au Ladakh, Inde. Paljor grandit entouré de montagnes. Il rejoint la police frontière indo-tibétaine, non seulement pour servir son pays, mais aussi pour escalader. C'est un travail rare qui lui donne les deux. Il devient chef constable, un grimpeur expérimenté à qui on confie l'une des tâches les plus dangereuses du monde. En 1996, lui et 5 autres partent comme la première équipe indienne à tenter l'Everest depuis la face nord sans guide Sherpa. Leur plan est audacieux. Ils escaladent sans support commercial, portant leurs propres provisions, ne dépendant que l'un de l'autre. Le 10 mai 1996, Paljor, Tswang Smala et Dorje Morup se séparent du groupe et poussent vers le sommet. Vers 3h45 de l'après-midi, ils émettent par radio. Ils disent qu'ils ont réussi, mais des analyses postérieures génèrent des doutes. La visibilité était mauvaise, le terrain est compliqué. Certains pensent qu'ils ont seulement atteint un faux sommet, encore 150 mètres sous le pic réel. Puis, silence. Une tempête de neige frappe l'Everest juste après leur message. Les vitesses du vent rugissent à 100 km/h. La température chute sous moins 40 degrés Celsius. Cette nuit-là, les 3 grimpeurs ne reviennent pas. Leurs coéquipiers voient de faibles lampes frontales clignoter près du second ressaut, mais personne ne retourne au campement. Au matin, ils ont disparu. Plus tard, les grimpeurs trouvent un corps sous un surplomb rocheux. L'homme est couché sur son côté gauche, genoux repliés, bras pliés sous la poitrine.
Ses bottes Koflag vert brillant sont encore visibles. Son visage est obscurci par la glace et la neige. L'équipement d'oxygène et un petit sac à dos gisent près. Pendant plus de 20 ans, les grimpeurs appellent cet endroit la grotte des bottes vertes. Ils s'y reposent, vérifient leur bouteille d'oxygène ou passent simplement sans s'arrêter. Certains rampent même sur les jambes pour continuer vers le haut. Pendant des années, les gens assumaient que c'était Tsewang Paljor, mais il y a un rebondissement. Un autre officier de la police frontière indo-tibétaine croit que le corps appartient en réalité à Dorje Morup. Selon son rapport de 1997, des grimpeurs japonais sur la montagne ce jour-là rapportèrent voir Morup vivant, gelé et faible près du second ressaut. Un Sherpa affirme même avoir vu Paljor plus tard, plus haut, mais délirant. Quand le groupe japonais descend, ils aperçoivent Morup à nouveau sous le premier ressaut, luttant. Il disparaît peu après. Ceci mène à une théorie. Morup réussit à revenir en partie, s'effondra sous la roche et mourut. Paljor aurait pu tomber par la face Kanchung, l'une des falaises les plus mortelles de l'Everest, pour ne jamais être revu. À partir de 2024, personne n'a confirmé aucune identité avec certitude, mais l'homme dans la grotte, que ce soit Paljor ou Morup, est encore là. En 2014, le corps disparaît pendant un temps, amenant certains à croire qu'il fut enlevé, mais pour 2017, il réapparaît. Plus de roches le couvrent maintenant. Peut-être quelqu'un essaya de rendre le corps moins visible. Pourtant, ses bottes dépassent. Elles l'ont toujours fait. Mais si bottes vertes est le marqueur silencieux de tragédie de l'Everest, la mort de Doug Hansen la même année est son avertissement le plus fort. Son histoire se déroule en temps réel dans l'un des désastres les plus infâmes de l'Everest. Doug Hansen est un facteur de Seattle. Il a 46 ans quand il rejoint l'expédition de 1996 dirigée par le Néo-Zélandais Rob Hall. Hansen n'est pas riche. Il hypothèque sa maison, travaille 2 emplois, reçoit l'aide d'enfants d'école locale qui lui donnent un drapeau à planter au sommet. Hall croit en Doug et lui donne une réduction. C'est sa seconde tentative. Il arriva à 300 mètres du sommet l'année précédente, mais dut retourner. En 1996, Doug s'entraîna plus dur. Il passe des semaines à s'acclimater, mais lutte encore. Il fait face à des problèmes de gorge, se plaint de ne pas manger, est fatigué et connaît le risque. Il a déjà perdu des orteils par gelure en 1995. Il essaie quand même parce que pour lui, ce n'est pas juste une escalade, c'est tout. No dia 10 de maio, alcança o cume do Everest com Hall, mas são 4 da tarde, 2 horas depois do limite seguro. Uma tempestade se aproxima, a temperatura está caindo, a visibilidade desaparece. Viram-se tarde demais. Hansen começa a lutar logo após a etapa Hillary. Fica sem oxigênio, seu corpo desacelera, sua fala fica incoerente. Hall tenta ajudar, mas Doug não consegue se mover. Estão perto do cume sul agora e Hall se recusa a deixá-lo. Andy Harris, outro guia, tenta trazer oxigênio, mas então já é tarde demais. Hansen desaba em algum lugar abaixo do cume sul. Ninguém o vê cair, mas acredita-se que escorregou, possivelmente caindo mais de 2.000 metros pela Face Kangun. Seu machado de gelo é encontrado mais tarde enterrado na neve. Seu corpo não é encontrado por quase uma década, até 2005, quando montanhistas o avistam longe de onde foi visto pela última vez. Doug Hansen morre no Everest, preso entre ambição e exaustão. Era um homem trabalhador, não um atleta profissional, não um montanhista famoso, apenas alguém que sonhava com o cume e pagou o preço por persegui-lo. Mas não foi o único que não conseguiu descer naquela noite. Scott Fischer, um dos guias mais experientes na montanha, também não retorna. É o fundador da Mountain Madness, um homem que conquistou o Everest 2 anos antes sem oxigênio. Para 1996, Fischer tem 40 anos e é uma lenda no mundo do montanhismo. É duro, carismático e conhecido por levar seus limites ao extremo. Mas no dia 10 de maio, o mesmo dia que Hansen morre, a força de Fischer finalmente se quebra. Esse dia começa com céus azuis e grandes esperanças. A equipe de Fischer, junto com o grupo de Rob Hall, lança seu impulso final em direção ao cume do acampamento 4 no Colo Sul, localizado a 7.925 metros. Tudo vai mais devagar que o planejado. Os montanhistas se atrasam, as cordas não estão fixadas, formam-se engarrafamentos perto da etapa Hillary. Fischer está lidando com doença, fadiga de altitude e a pressão de liderar clientes ao cume,
mas continua se movendo. Conquista o Everest às 13h45 da tarde, quase 2 horas depois do tempo limite seguro de retorno. Fica cerca de 20 minutos, então começa a descer. Mas algo está errado. Está tropeçando, ficando para trás, está usando oxigênio mas ainda não consegue manter o ritmo. O ar rarefeito e o esforço excessivo o alcançam. Ao pôr do sol, está exausto, doente e mal consegue caminhar. Lobsang Jambu, o sherpa principal da equipe, tenta ajudar Fischer a descer, mas Fischer desaba perto do cume sul. Agora estão profundamente na zona da morte, acima dos 8.000 metros. O oxigênio quase se esgotou, o frio está penetrando através de suas roupas. Fischer diz a Lobsang para descer e buscar ajuda. Mais tarde naquela noite, Anatoly Bukreev, outro guia da equipe de Fischer, faz uma tentativa de resgate solo. Encontra montanhistas presos, os traz de volta um por um, mas não consegue alcançar todos. Finalmente localiza Fischer novamente. Sua máscara de oxigênio está vazia, suas mãos estão nuas, seu traje de penas está aberto, um braço está fora do tecido. Estes são sinais de despir paradoxal, um sintoma de hipotermia avançada quando o cérebro fica tão confuso que diz ao corpo que está superaquecendo. Fischer está desvanecendo. Morreu em algum momento nas primeiras horas do dia 11 de maio perto do Colo Sul. Bukreev moveu seu corpo para fora da rota principal e cobriu seu rosto com neve. A última escalada de Fischer termina bem ali, não longe de onde seus clientes conseguem retornar vivos. Seu corpo permanece na montanha, congelado na encosta que amava. Mas a morte no Everest nem sempre chega em uma tempestade. Às vezes vem silenciosamente enquanto outros caminham. Em 2006, David Sharp tentou conquistar o Everest sozinho. Tem 34 anos, um ex-engenheiro da Inglaterra que já havia escalado Cho-Oyu sem oxigênio. Desta vez escolhe a escalada mais barata disponível, sem guia, sem sherpas, sem apoio acima do acampamento base. Apenas uma licença e uma mochila. Carrega oxigênio limitado e não usa telefone via satélite. Quer escalar da maneira pura. Parte em direção ao cume no dia 13 de maio. Em algum ponto durante a noite, Sharp alcança as seções superiores da crista nordeste. Pode ter conquistado o cume. Alguns montanhistas relatam ver alguém que combina com seu equipamento perto do cume. Mas pela madrugada do dia 14 de maio, Sharp não está mais escalando. Está deitado na caverna das Botas Verdes, encolhido a 8.500 metros, bem ao lado do corpo de Tsevan Paljor. Os montanhistas passam. Alguns pensam que já está morto, alguns o ouvem gemendo mas assumem que está descansando. Suas extremidades estão congeladas, seu rosto está coberto, mal está respirando. Cerca de 40 montanhistas passam naquele dia. Poucos param. Aqueles que param não conseguem ajudar. Estão com pouco oxigênio, o frio é intenso, cada minuto na zona da morte rouba energia. Uma equipe turca o vê vivo mas não consegue ajudar. Membros de uma expedição comercial maior também o avistam. Um sherpa se aproxima e Sharp sussurra seu nome. Pede para dormir, mas dormir naquela altitude significa morte. Seu oxigênio se esgota, seu corpo se desliga. Ninguém o desce, ninguém o traz de volta. A decisão de Sharp de escalar sem apoio, combinada com o tráfego na montanha, se torna letal. Para o dia 15 de maio, está morto. Seu corpo permanece na caverna das Botas Verdes por quase um ano antes que os sherpas o movam para uma cornija próxima e o deixem cair sobre a face norte, um ato de respeito para dar espaço para outros. Sua morte desencadeia indignação global. Como tantas pessoas puderam passar por um homem moribundo? Por que ninguém ajudou? As respostas são duras. A 8.500 metros, cada movimento pode matá-lo. Ajudar alguém a descer significa arriscar sua vida. Muitos montanhistas não estão treinados para resgates, e no caso de Sharp, não havia rádios, não havia guias, não havia equipe para chamar por ajuda. A crítica não é apenas para os montanhistas, também é para o sistema. O Everest se tornou lotado, comercializado, cheio de pessoas perseguindo cumes mais do que segurança. Sharp acreditava que outros montanhistas estariam por perto se as coisas dessem errado, mas quando mais importou, estava sozinho. Seu corpo se torna um símbolo de risco, de escolha,
do que acontece quando a preparação encontra a dura verdade do Everest. Você pode escalar sozinho, pode recusar oxigênio, mas se fizer isso, é melhor conhecer as consequências.